Bonjour à toutes et tous. Vous êtes ici à l'événement de lancement du rapport Covid-19 et droits humains de la plateforme Droits de l'Homme. Nous sommes ravis de pouvoir vous accueillir et discuter tous ensemble aujourd'hui sur une session qui se voudra une session à la fois d'échange, de bonnes pratiques sur plusieurs continents et aussi qui illustrera la diversité et la qualité de la plateforme Droits de l'Homme et de ses membres. Alors, créée en 2017 à l'initiative de quelques-uns, dont je fais partie, moi, président de la plateforme. La PDH regroupe 25 ONG de défense et de promotion des droits de l'homme. Notre richesse, nous la tenons dans la diversité de nos membres, à la fois représentatifs des enjeux contemporains des droits de l'homme, la liberté d'expression, les questions de prison, torture, peine de mort, droits des femmes, droits des enfants, lutte contre les mutilations génitales, les droits LGBTI+, les droits d'informer les défenseurs en danger, les droits à l'eau et à la santé, les droits des autochtones. Nous sommes aussi présents sur les 5 continents, directement ou par nos partenaires sur le terrain. Nous abordons également de nouveaux sujets via nos ONG membres, comme des questions comme sport et droits de l'homme, ou même business et droits humains. Et ça me permet de vous rappeler que nous avons mené une série de talks sur cette thématique business et droits humains. Et vous pouvez retrouver les replays sur la chaîne YouTube de la plateforme Droits de l'Homme. Et je vous y invite, car ils sont tous sur de très grande qualité, des débats très intéressants qu'il est nécessaire, à mon avis, de continuer à alimenter. En 2020, la pandémie mondiale, faisant fi de nos différences et de nos croyances, a touché l'ensemble de nos sociétés par-delà les cultures et par-delà les continents. Le rôle des ONG, et en particulier celui des ONG de droits de l'homme, est d'autant plus important car nous portons une voix singulière, une voix nécessaire. La crise de la Covid-19 nous a mis à l'épreuve, nous a fragilisés par moments, mais nous a aussi rendus plus forts et plus unis au sein de la PDH. Nous avons ainsi, dès avril-mai 2020, en plein cœur des confinements et de la crise Covid, nous avions sorti et publié la première édition de ce rapport Covid-19 et droits humains, afin de porter ces questionnements sur les fragilités, sur les exactions des droits de l'homme dans cette période d'ultra-fragilité. Et nous avions été extrêmement réactifs. Et nous avons souhaité, dans cette deuxième édition, cette réactualisation, travailler plus en profondeur et prendre maintenant plus le temps. Et nous sommes très fiers, je suis très fier en tant que président de la PDH, de pouvoir vous présenter aujourd'hui ce rapport Covid-19 et droits humains. Et je souhaiterais remercier toutes les personnes qui ont travaillé à ce rapport, tous les membres de la plateforme, tous les acteurs des droits de l'homme français. Et je vous souhaite de bons échanges aujourd'hui et des échanges de bonnes pratiques. Je vous remercie. Merci beaucoup, Raphaël. Merci pour cette introduction. Donc maintenant, nous allons avoir quelques minutes de présentation du rapport. Je suis Thibaut Kurtz, je travaille à Agir ensemble pour les droits humains et je suis également le coordinateur au secrétariat exécutif de la plateforme Droits de l'Homme. Et donc, j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter les grandes lignes de ce rapport. Et puis aussi, je vais vous accompagner tout au long de cette soirée pour vous présenter nos intervenants et intervenantes qui vont vous parler plus en détail de l'impact et des incidences du Covid-19 et sur leur travail dans les droits humains et dans leurs relations entre partenaires. Voilà. Donc, comme Raphaël l'a rappelé, ce rapport est en fait un rapport qui vient après un premier rapport qui était sorti à l'issue du premier confinement en France en 2020. Et ce nouveau rapport
en fait, il s'est inscrit dans une période qui est devenue une période temporaire qui a commencé à durer pour nous. Et on a décidé collectivement, entre les membres, de prendre le pouls de cette nouvelle incidence et aussi d'essayer d'appuyer là où nos membres et nos partenaires avaient réussi à retenir des leçons d'adaptation, de résilience et également des leçons positives dans le rapport soit avec les partenaires, mais également avec le grand public et puis les autorités françaises, européennes et internationales. Donc, ce rapport, il avait pour but d'avoir 3 objectifs. Un rapport sur les incidences de la COVID-19 sur les droits humains, prendre en compte l'impact sur la situation mondiale, mais également sur 8 secteurs dans lesquels nos membres travaillent, c'est-à-dire l'accès à la justice, les avocats, les populations LGBTIQ+, ainsi que le droit à la santé et notamment les questions relatives à la peine de mort, pour en présenter quelques-uns rapidement. Il avait aussi pour objectif de présenter des recommandations aux décideurs et aux autorités publiques françaises, européennes et internationales sur base de ce travail collectif. En termes de méthode, il y a eu tout un travail d'abord de questionnaire avec nos membres, ce qui a duré un petit temps au printemps, qui a d'ailleurs été en partie ralenti à cause du 3e confinement en France en avril. Et il y a eu après un travail de synthèse et de rédaction de ce rapport qui va vous être transmis via le chat de cette discussion, et vous pourrez trouver une version en français directement sur le site internet de la plateforme. Il y aura une version en anglais qui sera diffusée très rapidement, et puis il y aura aussi une version qui sera présentée par un graphiste très rapidement. Voilà. Et donc, dans ce que nous avons conclu et trouvé au cours de l'année 2020-2021, c'est que nous avons trouvé que face à la crise sanitaire, il y avait un discours sécuritaire et une réduction de l'espace civique qui s'était accrue, à la fois de notre côté du monde, mais également là où nous travaillons, en Europe et dans le reste du monde. Nous avons constaté aussi un isolement des défenseuses et des défenseurs des droits humains, ce qui a d'ailleurs nourri notre réflexion sur la pertinence de notre travail collectif, nous en tant que plateforme et puis avec nos partenaires. Et puis nous avons aussi constaté une complexification de l'accès aux droits économiques et sociaux et culturels, qui sont chers notamment à Seynabou Benga pour Human Dignity, mais pas seulement. Et c'est aussi la grande force de la plateforme Droits de l'Homme, d'avoir plusieurs secteurs du concept des droits de l'homme, droits humains qui est couvert. Nous avons aussi constaté un regain de stabilité ces derniers temps. Certains d'entre nous sont remis relativement facilement à voyager, d'autres endroits sont devenus complètement inaccessibles pour l'instant. Et il y a une question aussi d'incertitude qui était liée à la situation financière également de nos structures, qui est liée parfois à la collecte de fonds directe auprès du grand public ou parfois auprès de nos partenaires institutionnels. Nous avons aussi constaté que les partenaires de terrain étaient en difficulté, mais que nous avons été présents. C'était le retour que nous avons eu par nos questionnaires et le rapport des témoignages qui ont été fournis dans ce rapport. Et d'ailleurs, ce soir, nous avons, parmi les 3 membres de la plateforme qui vont présenter leurs activités, l'impact Covid, vous avez également 3 partenaires, un de chaque structure membre de la plateforme, qui pourra présenter ce travail, l'incidence et le rapport que nous avons ensemble, de manière partenariale avec ces personnes. Enfin, nous avons aussi constaté que tous les secteurs avaient été touchés par la fragilisation globale de ce qu'on peut appeler les fragilisations globales des droits humains, et qu'il y a eu de fortes incidences sur le travail des ONG. Mais ce que nous avons constaté également, c'était bien sûr ces difficultés, mais aussi cette adaptation. Et nous allons voir tout au long de la soirée, là, sur l'heure que nous allons passer ensemble, une série aussi de points très concrets sur comment nos organisations se sont réadaptées et comment elles ont pu aussi tirer des leçons positives de la situation que nous traversons encore aujourd'hui, où d'ailleurs nous faisons des événements en ligne, qui est à la fois une capacité d'adaptation et un regret aussi de ne pas pouvoir nous voir en vrai, nous serrer dans les bras, se retrouver et discuter et gérer une partie de nos problèmes ensemble. Donc, pour ce résumé, ce qu'il faut aussi retenir, c'est que nous avons établi 3 blocs de conclusion concernant la situation de l'impact Covid-19 sur les droits humains.
ça a été tout d'abord la question de la représentation des ONG, des membres de la société civile dans les instances de décision au niveau international et régional. On a notamment constaté que très souvent, nous ne sommes plus invités aux événements. Et comme on peut difficilement se déplacer, c'est plus difficile d'organiser des contre-événements également. Toutefois, nous avons aussi conclu et observé qu'il y a eu par la numérisation des échanges, certains d'entre nous ont plus facilement accès à des décideurs qui sont eux-mêmes éparpillés à travers l'Europe, à travers le monde, à travers l'Afrique. Numérisation dit aussi plus de traces numériques. Et c'est à la fois une conclusion à prendre en compte de manière positive et de manière négative, qu'il a fallu prendre en compte toutes ces questions de sécurité numérique. En termes de recommandations, là-dessus, ce qu'on a voulu présenter, et vous le retrouverez dans le rapport en détail, c'est que les ONG puissent participer de manière concrète. Il faut que ce soit noté par les organisateurs des grandes messes internationales et nationales, qu'elles puissent participer à ces événements, qu'elles soient consultées en amont et qu'il y ait une sanctuarisation, notamment sur la place des sujets droits humains sur les agendas de ces décisions, de ces événements. Un autre bloc de conclusion que nous avons identifié, c'était le dialogue ONG droits humains avec la France et l'Union européenne, où là, nous avons aussi constaté un recul en partie et puis aussi une réadaptation. Et Raphaël, d'ailleurs, a co-animé un groupe de travail avec de nombreux membres de la plateforme, d'ailleurs, auprès des autorités françaises, sur la question de la réduction de l'espace civique. Et nous avons été complètement impliqués pour participer à l'état des lieux et également les recommandations pour essayer de combattre cette réduction. Et là, en termes de recommandations, ce que nous avons identifié, c'était de renforcer la co-construction de l'agenda français sur la solidarité internationale, qu'il faut nous donner encore plus de place, qu'on appelle également à la création d'une commission, par exemple, droits humains, droits de l'homme à l'Assemblée nationale, pour que ces sujets deviennent de plus en plus communs, plus réguliers et qu'on irrigue la décision relative à la solidarité internationale et les relations internationales d'une culture favorable aux droits humains. On a aussi imaginé des choses plus concrètes, comme par exemple la création d'un visa droits de l'homme, droits humains, pour permettre à nos collègues, nos partenaires, quand ils doivent venir en Europe, à Genève, auprès de l'ONU, à Strasbourg, auprès du Conseil de l'Europe et du Parlement de l'Union européenne, ainsi qu'à Bruxelles notamment et auprès des autorités françaises, de pouvoir obtenir des visas de manière très concrète. Et pouvoir voyager quand ils le peuvent à nouveau aujourd'hui et demain, lorsque les frontières ouvriront concrètement pour celles et ceux qui en ont besoin. Enfin, il y avait un bloc évidemment aussi sur la question de l'appui financier. Nous avons constaté des adaptations proposées par nos partenaires institutionnels, mais elles ne sont pas au niveau de certains besoins que nous avons rencontrés. Et donc là, nous avons demandé aussi en termes de recommandations une adaptation prenant mieux en compte les besoins réels de nos structures, notamment des structures de type moyenne et petite. Nous appelons notamment à la prise en compte aussi de moyens supplémentaires sur la question de la formation, à la numérisation de notre travail, et puis également, notamment la question toujours pour nous qui est extrêmement important de pouvoir financer certains projets, notamment français, non pas à 60, 70, 75, 80%, mais à 100%, afin de nous permettre de nous concentrer sur notre travail qui est essentiel, notamment aujourd'hui, afin que nous puissions notamment continuer à appuyer nos partenaires à l'autre bout du monde, en face, au continent africain, en Amérique latine. Voilà. Il est 18h14. Pour moi, je vais maintenant passer la parole à mes collègues. Vous n'avez pas passé la soirée qu'avec moi. Nous sommes plusieurs. Raphaël vous a présenté la plateforme. Je salue aussi le travail de Hélène Pouille, notre artiste live sketcheuse, qui vous fait ces jolis dessins qui vous permettent de vous concentrer aussi sur cet événement et non pas d'aller ailleurs sur Google ou ailleurs chercher des informations ou vérifier les matchs de foot. Donc maintenant, je vais désormais passer la parole à tout d'abord Senabou Benga et Maurice Kasongo Wabondo, qui sont donc Senabou représente Human Dignity, qui est membre de la plateforme Droits de l'Homme, et Maurice Kasongo Wabondo, lui, travaille en République démocratique du Congo. Il est à Kinshasa ce soir avec nous et ils vont vous présenter le travail collectif et l'impact du Covid-19 sur leurs relations de partenaires. Merci et je vous passe la parole. Merci beaucoup Thibaut. Bonsoir à toutes et à tous.
Donc, je suis Seynabou Benga, je suis la directrice de l'association Human Dignity, une association qui promeut et défend les droits économiques, sociaux et culturels en Afrique subsaharienne. Je suis accompagnée ce soir de mon collègue Maurice Kassongo Abondo, auquel j'ai demandé de m'accompagner pour cette présentation pour deux raisons. La première, c'est que Maurice est un infirmier, c'est un praticien et en même temps, c'est un défenseur. Donc, il a cette double casquette et peut-être, et je l'espère, j'en suis sûre d'ailleurs, il va pouvoir nous éclairer sur les conséquences de la pandémie sur son travail en tant que défenseur du droit à la santé notamment, mais aussi en tant que praticien de la santé. Je vais le laisser vous expliquer quelles ont été les conséquences de la pandémie sur donc son travail. Mais avant ça, je voulais faire une remarque importante concernant l'impact de la Covid sur les droits humains. C'est vrai que quand on parle de l'impact, on oublie d'abord que avant de parler d'impact, il faut parler déjà de ce qu'est la pandémie, ce qu'a révélé la pandémie en relation avec les droits humains. Concernant les droits économiques, sociaux et culturels, avant de parler d'une conséquence, on doit se poser la question de ce miroir des inégalités qui est en face de nous. La pandémie a d'abord révélé les inégalités criantes, quelles que soient les régions du monde, et la négligence, le manque d'attention qui est porté aux droits économiques, sociaux et culturels. Au droit à la santé, avec des systèmes de santé très fragiles, mais aussi au droit au travail. Et je vous donne l'exemple du droit à la protection sociale qu'on oublie beaucoup. Des mesures urgentes ont été prises, et très justement, un peu partout dans le monde, aussi en Europe, où nous résidons, où certains d'entre nous résidons. Ces mesures urgentes, elles doivent être pérennisées, notamment, par exemple, pour les indépendants en Europe, mais pour aussi les travailleurs du secteur informel en Afrique subsaharienne où Human Dignity travaille. Ces aides ne doivent pas constituer en fait des faveurs ou des mesures temporaires. L'aide à une personne qui est dans l'impossibilité de travailler constitue une des caractéristiques indépendantes du droit à la protection sociale. Je vais m'arrêter là pour laisser mon collègue Maurice vous parler des conséquences. Je voulais juste attirer votre attention sur le fait qu'il n'y a pas que des conséquences, il y a aussi un miroir des inégalités et une négligence criante, un manque d'attention criant sur les droits économiques, sociaux et culturels partout dans le monde. Maurice, je vais te laisser la parole pour entrer dans le vif du sujet sur le droit à la santé en RDC. Merci beaucoup pour la parole. Je tiens à remercier tout d'abord le président de la plateforme, le secrétaire ainsi que toute l'équipe d'organisation et aussi Madame Seynabou qui m'a donné l'opportunité de pouvoir m'exprimer ce soir durant ce cadre. Je m'aimerais signaler que je suis en même temps, comme Madame Seynabou l'a dit, infirmier praticien. Et je suis aussi défenseur des droits sociaux et économiques des infirmiers travailleurs en République démocratique du Congo. Et je suis aussi dans la défense des droits des femmes et dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Voilà. En ce qui concerne, auparavant, la RDC était plus basée dans les questions liées aux droits politiques, dans des questions liées aux droits civils. La question liée aux droits économiques et sociaux et culturels est un peu moins négligée sur la scène. Les sociétés civiles, c'était vraiment un peu négligé. Alors, suite à l'implication de Madame équipée, formée, et nous avons su quand même faire quelque chose pendant cette période afin de promouvoir les droits économiques, sociaux et culturels en République démocratique du Congo. Cependant, comme on avait des difficultés à pouvoir bien cerner les droits économiques, sociaux et culturels,
suite à la méconnaissance. Alors, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de problèmes en ce qui concerne les desks en République démocratique du Congo. Il y a les droits à la santé qui vraiment posent un grand problème. Il y a les droits à l'éducation qui posent aussi un problème. Il y a les droits à un niveau de vie suffisant. Il y a les droits à l'eau et à l'assainissement. Il y a aussi le droit au travail qui jusque-là pose un grand problème. Maintenant, spécifiquement, je vais entrer dans le droit à la santé et le droit à l'eau et à l'assainissement. Eh bien, qu'avant la survenue de la COVID-19, le droit à la santé, il y a un problème. On a à peu près 250 hôpitaux généraux de référence pour couvrir un territoire de 2345 000 km et répondre aux besoins d'une population de plus de 80 millions d'habitants, ce qui était déjà un problème. Et alors, la COVID-19 a vraiment intensifié ce problème dans le sens que le système de santé qui était déjà défaillant, qui n'arrivait pas vraiment à répondre correctement aux besoins de la population, l'accès était difficile. Alors, suite à la COVID-19, ça compliquait les choses parce qu'avant même la COVID-19, il y avait des épidémies qui étaient en train de se manifester. La population n'avait pas vraiment accès à des soins de qualité. Et alors, la COVID est venue. Les travailleurs que nous sommes infirmiers, il n'y avait pas de moyens corrects de protection. On travaillait tout en étant exposés. Et même les patients atteints de la COVID ne bénéficiaient pas vraiment d'une prise en charge correcte parce que souvent, il y avait aussi des problèmes d'alimentation. Il y avait aussi des problèmes d'évitement des personnels soignants qui évitaient d'aller soigner ces personnels atteints de COVID suite à un problème d'abord l'absence de protection, des mesures de protection qui protègent que ce soit l'infirmier ou le médecin et aussi qui protègent même le malade. Et aussi, il y avait un problème de découragement, on peut dire, de prestataires de soins qui ne sont pas motivés. Il y a des prestataires de soins qui travaillent durant des années qui ne sont pas mécanisés. Donc, cela veut dire qu'ils n'ont pas ni de salaire, ni de primes. Et présentement, je tiens à vous signaler qu'on a lancé une grève, on a déclenché une grève sur toute l'étendue de la République. Ce qui fait que ça rend encore très compliqué la situation à la santé en République démocratique du Congo. Donc, voilà un peu en bref la réalité sur le terrain. Merci. Merci beaucoup, Maurice. C'était extrêmement intéressant. Il y a eu quelques petites coupures, mais on a quand même compris le sens de votre propos. Merci, Senabou. Pour les participants et participantes, je vous propose, on a à la fin, ça a été passé dans le chat, un temps de questions-réponses. Donc, gardez les questions que vous avez pour les intervenants et intervenantes pour la fin. Je vais désormais passer la parole pour les 10 prochaines minutes à une organisation qui est basée à Lyon et qui travaille un peu partout dans le monde, et notamment en Colombie. Donc, cette organisation, c'est Agir ensemble pour les droits humains. Je passe la parole à ma collègue Paloma Cerdan et avec sa partenaire Maria Elena Unigaro Corral. Il y aura une traduction qui va être organisée en direct et je vous laisse la parole. Merci Thibaut. Bonjour à toutes et tous. Alors moi, je voulais partager un peu avec vous le fait que la pandémie de Covid-19 a modifié profondément et même de façon durable nos modalités d'intervention et notre mode de travail. On a vu qu'elle a eu un réel impact sur la vie des communautés les plus vulnérables et marginalisées, sur le travail de nos partenaires sur le terrain et sur la gestion des projets depuis la France. Il a fallu trouver des solutions innovantes et adaptées à de nouveaux besoins et répondre à la question primordiale du travail et des relations à distance. Avec la généralisation du télétravail, et ce de façon durable au sein de l'équipe d'Agir Ensemble, aujourd'hui, par exemple, nous avons des stagiaires et des bénévoles un peu partout en France, Rennes, Strasbourg, Paris. Moi-même, je vis à Paris alors que nous sommes basés à Lyon. Nous avons travaillé sur une meilleure répartition des responsabilités et des tâches, sur de nouveaux dispositifs et modèles de suivi et coopération, tout en privilégiant le partage malgré l'éloignement. Donc, ces nouvelles modalités de travail ont nécessité des outils informatiques plus performants et sécurisés, le renouvellement progressif de notre parc informatique, l'amélioration de la connexion Internet dans les bureaux,
l'installation d'une connexion VPN pour avoir accès au réseau à distance, la création d'une nouvelle arborescence, ainsi que le recrutement d'un VSC pour la maintenance informatique et qui est devenu aujourd'hui indispensable. Nous nous sommes aussi formés dans de nouveaux domaines et à titre d'exemple, l'équipe d'Agir Ensemble a bénéficié d'une formation en visioconférence sur l'animation participative en ligne. Tous les projets en cours ont fait l'objet de multiples réajustements opérationnels et financiers pour s'adapter aux aléas. Même la façon de concevoir nos nouveaux projets a aussi évolué, avec à la fois la volonté de renforcer notre position au niveau local en privilégiant des relations étroites sur le terrain avec nos partenaires grâce à l'envoi des volontaires de solidarité internationale, mais aussi avec la volonté de renforcer l'utilisation du numérique dans le renforcement de capacités et la gestion des connaissances. Peut-être pour illustrer mes propos de façon plus concrète, je vais partager avec vous un exemple très précis qui donne un aperçu de notre capacité d'adaptation à des opportunités créées par cette situation inédite. Donc, par exemple, dans le cadre d'un de nos projets phares, le projet Défi qui vise à développer et favoriser les initiatives de 21 organisations de défense des droits humains dans 4 pays d'Afrique centrale, nous vous avons remplacé une visite d'échange de 3 jours qui était prévue en présentiel à Goma avec 4 organisations par un forum interassociatif 100% digital d'une semaine avec les 21 organisations. Donc, c'était un événement inédit. Et pour la première fois, toutes les organisations partenaires du projet ont eu l'occasion d'échanger et de se rencontrer. L'événement a été une vraie réussite et nous avons décidé avec les partenaires de l'institutionnaliser et de renouveler l'expérience chaque année. Pour l'organisation de cet événement en ligne, il y a eu un gros travail en amont qu'il ne faut pas négliger de préparation et d'animation pour combler les visites de terrain, les échanges en présentiel et co-construire le programme et le contenu avec les partenaires, les accompagner dans la préparation de leur présentation et essayer d'amorcer une mise en réseau et un travail collectif. Donc pour cela, on a créé des groupes WhatsApp réunissant les 21 organisations. On a créé aussi des groupes WhatsApp par localité, organisé des réunions à distance, élaboré une feuille de route pour cadrer les réunions, nommer des représentants de chaque groupe. On a co-construit un module en ligne avec les partenaires et on a décidé donc de développer un centre de ressources en ligne pour rendre accessible des modules en ligne à nos partenaires et tout un tas de contenus. Il était aussi prévu une visite d'échange d'un partenaire à Lyon en mai 2021 qui s'est transformée en une campagne en ligne de 2 mois de sensibilisation et plaidoyer avec plusieurs partenaires pour défendre et promouvoir les droits des minorités sexuelles et de genre en Afrique francophone. Donc, il y a eu l'organisation, c'est en ce moment, il y a l'organisation de tables rondes en ligne, de webinaires, de ciné-débats en ligne, etc. Donc, voilà, pas mal de choses innovantes. Mais une chose est sûre, c'est que la crise Covid-19 a replacé le facteur humain comme une priorité essentielle du fonctionnement d'organisations comme les nôtres, surtout dans la gestion de nos activités et de projets. Et la crise nous montre combien les interactions humaines sont multiples, profondes et nécessaires au développement. Donc, si des événements et des activités à distance et en ligne sont possibles et très positifs, ils ne peuvent pas se substituer ou remplacer les activités en présentiel et la présence physique. Ils doivent venir en plus et non à la place, comme nous l'ont dit beaucoup de nos partenaires. Donc, je vais justement laisser la parole à Maria Elena de l'organisation Taller Abierto, l'un de nos partenaires colombiens avec qui nous collaborons dans le cadre d'un projet sur le droit des enfants, des jeunes et des femmes à Buenaventura. C'est l'occasion aussi de rappeler que le monde des droits humains en France a connu cette année un coup dur et une terrible perte, celle de Terre des Hommes France. Ce projet et partenariat avec Taller Abierto était initialement porté par Terre des Hommes France, mais suite à sa fermeture, il nous a été proposé de reprendre et poursuivre ce partenariat en Colombie. Donc, la disparition de Terre des Hommes France est un message fort à envoyer aux bailleurs. Il met en lumière les difficultés et les besoins des organisations de droits humains comme les nôtres et nous montre aussi l'importance d'avoir une plateforme commune comme la PDH pour se soutenir, se renforcer, partager les bonnes pratiques et porter des messages collectifs. Voilà, je vais laisser la parole à Maria Elena. Je vais essayer de traduire en direct. Donc, merci pour votre indulgence car je ne suis pas traductrice professionnelle. María Elena, ¿nos escuchas? Sí, sí. Bueno, muchas gracias y le doy la palabra. No olvide hacer pausas de vez en cuando para que me dé tiempo a traducir. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí, de compartir con ustedes.
un poco sobre la situación de Colombia. Colombia es un país caracterizado por la permanente violación de los derechos humanos, por una profunda desigualdad social, un limitado acceso a nivel de derechos como la educación, la salud, el empleo digno. Espera, voy a traduire. Donc, merci beaucoup de me donner cette opportunité de vous partager un peu la situation en Colombie. Donc, la Colombie est un pays qui est caractérisé par une violation importante des droits humains, avec un manque d'accès à des droits fondamentaux comme l'éducation, l'emploi, la santé. La salud, la educación obedecen a la lógica del mercado y no a la lógica de derechos. Proliferan las entidades privadas que priorizan la ganancia, priorizan el negocio. En Colombia existen altos índices de desempleo. También, digamos, la informalidad es una posibilidad de trabajo para mucha población. También otro aspecto importante de Colombia es que, bueno, durante mucho tiempo estuvo la guerrilla, las FARC-EP, se firmó el acuerdo de paz, pero realmente este acuerdo no se ha tenido en cuenta por el gobierno y por lo tanto el desarrollo en la implementación de este acuerdo ha sido mínimo. Sí, voy a traduire. Donc voilà, les droits humains sont gouvernés par une logique de marché, d'intérêt privé. Il y a un fort taux de non-emploi en Colombie. Le travail informel est très répandu. Et puis, comme vous savez, donc, la Colombie connaît un conflit armé depuis plus de 50 ans avec la guérilla et les FARC. Et malgré l'accord de paix signé il y a bientôt 5 ans, le gouvernement n'a pas su mettre en œuvre les accords de paix et la violence et les violations des droits humains est toujours très importante. Bueno, y además Colombia, digamos, es uno de los países más corruptos a nivel del mundo. Entonces, este es un contexto general de Colombia. Es un país diverso, es un país muy rico en recursos naturales, pero sí, digamos, tiene una historia de profunda vulneración de derechos. En este contexto, la pandemia, digamos que es una situación que lleva a profundizar la vulneración de derechos humanos. Donc, la Colombie est aussi un des pays les plus corrompus du monde. Et donc, malgré son contexte riche et divers en culture, en ressources naturelles, c'est un pays où la situation des défenseurs des droits humains reste très grave et où la pandémie Covid-19 a accentué donc, les violations des droits humains déjà très présentes dans le pays. Sí, en contexto de pandemia, el desempleo llega al 21.0%. También la población en el sector informal está en un 47.1%. Realmente digamos que la subsistencia de muchas familias dependen del ingreso diario. Y en el contexto de pandemia, pese a los decretos de cuarentenas y otras medidas de aislamiento para prevenir el contagio, pues la gente tiene que salir diariamente a las calles para conseguir los recursos y subsistir para el pago de vivienda, de alimentación, de salud, de educación. Oui, alors en Colombie, donc, il y a plus de 22% des personnes qui ne travaillent pas et plus de 47% qui travaillent dans l'économie informelle. Et donc, les mesures mises en place par la pandémie, le Covid-19, la Covid-19, a donc fragilisé la situation de grand nombre de populations dans le pays qui n'ont plus de revenus pour pouvoir survivre. Los niveles de pobreza son muy altos, se ha llegado al 42.5%. En este contexto, digamos, de una situación difícil para casi la mitad de la población, pues se han propuesto diferentes alternativas al gobierno. Por ejemplo, una de las propuestas es lo de la renta básica para la población más necesitada. Pero pese a todas las presiones, a todas las movilizaciones y las exigencias de la gente, esto no ha sido por el gobierno. También, digamos,
en este contexto de pandemia no se dedicaron recursos importantes para el fortalecimiento del sistema de salud. Realmente, digamos, se tiene una crisis muy grande a nivel sanitario porque no se cuentan con las suficientes salas de cuidados intensivos, tampoco se cuenta con personal pues en buenas condiciones a nivel laboral, tampoco con equipamientos ni medicamentos para el tratamiento. Tal vez, María Elena, nada más dar no tenemos mucho tiempo, entonces dar un ejemplo concreto de algo que Taller Abierto ha hecho para adaptarse a la situación con respecto a los proyectos del COVID. Sí, entonces digamos que en el contexto colombiano los derechos de la población pues han sido vulnerados porque no se cuenta con los recursos a nivel de atención en la salud y tampoco digamos lo de la renta básica. Realmente digamos son las organizaciones sociales que han buscado la manera de apoyar a las comunidades. Face donc, à l'abandon de l'État, la non-réaction de l'État pour mettre en place des mesures économiques ou même sanitaires pour accompagner les populations. Donc, c'est les organisations de la société civile et de défense des droits humains qui ont un rôle très important à jouer dans le pays. Y María Elena, lo siento, me dicen que ya hemos hecho demasiado tiempo, entonces una última frase para concluir sobre el trabajo de Taller Abierto. Sí, o sea, pero especialmente pues yo quiero comunicar la situación de Colombia, digamos no tanto lo que hace Taller Abierto, sino toda la situación de Colombia en relación con los niveles de pobreza y sobre todo con la alta vulneración de derechos humanos a nivel del asesinato de líderes, por ejemplo, en este momento con el paro cívico que se ha realizado en Colombia, la única respuesta que el gobierno ha dado es la fuerza militar. Entonces se han asesinado a muchos jóvenes, se han desaparecido, también se han torturado. Entonces realmente pues quiero como mostrar esa situación que vive Colombia de la profunda vulneración de derechos humanos. Si, et donc voilà, elle voulait porter un message au nom de toutes les organisations de défense des droits humains en Colombie qui jouent un rôle essentiel et la seule réaction de l'État face aux manifestations qu'il y a eu dernièrement en Colombie à des réformes injustes économiques liées à la pandémie a été la violence, la force armée, la torture des jeunes et des opposants. Et voilà, María Elena voulait insister sur le rôle important des organisations de défense des droits humains en Colombie, sur la situation grave en termes de droits humains en Colombie. Y vous remercie. Y muchas gracias, María Elena, por su intervención. Muchísimas gracias por estar acá y testimoniar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci à Paloma pour ton intervention et la traduction, l'interprétariat également en direct. Et je passe tout de suite la parole à nos partenaires de la FIACAT, Guillaume Collin, et l'ACAT Côte d'Ivoire, avec Wenceslas Assou, qui est à Abidjan, et qui va maintenant nous présenter le travail FIACAT ACAT Côte d'Ivoire. On vous écoute. Et Wenceslas, vous avez posé une question, on pourra la reposer ensuite dans les dernières minutes à la fin à notre collègue Maria Elena. On vous écoute. Merci beaucoup Thibaut et merci à tous les panélistes qui ont pu me précéder. Je vais présenter très rapidement les conséquences de la pandémie de Covid pour la FIACAT pour passer le plus rapidement possible la parole à Wenceslas Assou, qui est le président de l'ACAT Côte d'Ivoire. L'ACAT Côte d'Ivoire a été fortement impactée dans ses activités, notamment ses activités en prison par le Covid, et a pu trouver des solutions. Et je pense que son intervention sera sûrement plus intéressante que la mienne pour un véritable exemple de terrain, d'adaptabilité à la situation sanitaire pour pouvoir avancer dans la protection des droits humains et notamment dans les droits humains des détenus. Bien évidemment, la pandémie de Covid a eu des conséquences très fortes pour la FIACAT, pour l'ensemble de son équipe, de la même forme que les autres ONG qui ont pu parler principalement avant moi. L'absence de mission, l'absence de travail avec ses membres en direct et tout le travail avec les membres de la FIACAT à distance a bien sûr compliqué nos activités.
Néanmoins, le travail à distance, nous avons pu, malgré ce travail à distance, obtenir certains résultats. La FIACAT a participé à l'abolition de la peine de mort au Tchad, qui a été obtenue en mai 2020. Et puis, la FIACAT a également beaucoup travaillé dans l'année 2020 sur un plaidoyer auprès des États, partenariat avec les ACAT auprès des États où elle était présente, pour prévenir la torture et les mauvais traitements en prison, et notamment encourager des désengorgements de prison grâce à des systèmes de grâce ou de remise de peine qui ont permis notamment la libération de près de 2500 détenus. Néanmoins, la pandémie a eu une influence très néfaste sur nos activités, notamment sur nos activités de visite de prison, puisque les prisons étaient fermées pour les bénévoles membres des ACAT qui ne pouvaient plus surveiller les violations des droits humains dans les prisons, identifier les cas de détenus hors délai et faciliter leur libération. Les visites ont été très fortement limitées. Les bénévoles ACAT, les avocats qui travaillent avec nous n'ont pu effectuer que 227 visites de prison pendant l'année 2020 et quasi aucune entre avril et juillet. Mais ces activités ont quand même permis la régularisation de près de 1500 dossiers. Cette régularisation, c'est-à-dire libération ou remise de peine, ou bien sûr condamnation, mais au moins c'est des personnes qui attendaient leur jugement et qui ont obtenu une décision de justice. L'ACAT Côte d'Ivoire mène depuis maintenant 2014 avec la FIACAT un programme de lutte contre la détention préventive abusive. Ce programme a pour objectif d'identifier des cas de détenus hors délai pour faciliter leur libération et ainsi diminuer la surpopulation carcérale et prévenir la torture et les mauvais traitements en prison. Et l'ACAT Côte d'Ivoire s'est trouvée fortement impactée par le Covid puisqu'elle n'a plus eu accès aux prisons en raison d'une fermeture totale des prisons pour éviter la propagation de la maladie au sein des cellules. Néanmoins, l'ACAT a pu trouver des solutions alternatives pour pouvoir visiter les prisons, améliorer les conditions sanitaires des détenus et continuer ses activités de surveillance des lieux privatifs de liberté et des violations des droits humains en prison. Et à ce titre, je vais passer la parole donc à Wenceslas, président de l'ACAT Côte d'Ivoire, qui va vous présenter plus en détail ces solutions alternatives. Je vous remercie. Votre micro. Bonsoir à tout le monde. Je suis Wenceslas Assou, le président de l'ACAT Côte d'Ivoire. Il faut remarquer que mon intervention va s'axer sur 4 axes principaux. Quel est l'impact de la COVID sur les ONG en Côte d'Ivoire? Comment l'ACAT Côte d'Ivoire a pu s'adapter? Quels sont les projets que nous avons glanés à la suite de cette adaptation et puis quelles sont nos perspectives? Il faut remarquer qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, comme tous les pays africains, les Ivoiriens ont été confrontés au problème de la COVID-19, notamment les ONG. Il faut remarquer que c'était difficile de circuler, c'était difficile de pouvoir se retrouver. Il y avait des restrictions, il y avait la distanciation sociale. On ne pouvait pas rencontrer nos membres de l'intérieur du pays. Il fallait alors essayer de s'adapter notamment. Ce que nous avons fait, c'est que dans nos différents projets, heureusement, nous prévoyons des kits Internet pour le président du conseil d'administration, les coordonnateurs et tous, dont nous avons créé des réseaux Facebook, sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, pour pouvoir discuter le cas échéant. Il faut remarquer que pendant la COVID-19, puisque nous travaillons principalement dans le domaine de la détention, nous avons vu notre bailleur principal, qui est l'Union européenne, pour essayer de mettre en place un programme d'urgence pour endiguer la propagation de la COVID-19 dans les maisons d'arrêt de correction qui sont 34 et dans les centres d'observation des mineurs qui sont 3, c'est-à-dire 37 établissements sur toute l'étendue du territoire de Côte d'Ivoire. C'est ainsi que nous avons bénéficié de 149 000 € pour un projet d'urgence de juin à septembre avec une ONG partenaire qui est la BAP, qu'on appelle la balle aux prisonniers. Nous avons donc, pour rédiger ce projet-là, nous ne pouvions pas venir au travail à tout moment. Donc, à travers les réseaux sociaux, nous avons créé des liens Zoom, des liens WhatsApp. À chaque fois, il fallait essayer de rédiger le projet, envoyer aux différentes personnes. Nous réagissons, nous travaillons jusque très tard. Et souvent, quand nous nous retrouvons au bureau, c'est souvent 2 ou 3 personnes. Je peux me retrouver au bureau avec un coordinateur et nous discutons avec les autres parce qu'il fallait respecter la distanciation sociale. Mais il faut dire que ça a été très important parce que les personnes qui étaient en liberté même ne pouvaient pas avoir des soins en matière de COVID, disons des kits. Mais il faut remarquer que le domaine de la détention était vraiment impacté.
quand nous avons fait des tournées, moi j'ai fait l'axe sud-ouest, j'ai fait 6 prisons, aucun des régisseurs de prison ne savait comment prendre en charge un cas de COVID-19. Heureusement que dans notre projet, nous avons prévu des formations avec des médecins. Et lorsque nous arrivons, puisque nous ne pouvons pas entrer en détention, le médecin ne peut pas former tous les détenus. Il y a ceux qu'on appelle les chefs de cour, les responsables des détenus, qui viennent 2 ou 3 et qui vont porter le message. Aussi, nous avons essayé de mettre sur PAD des prêts à diffuser sur des clés USB avec des baffes que nous avons offertes dans les différentes prisons. Tous les messages de lutte contre la COVID-19. C'est vrai qu'ils soient en détention, il y a la promiscuité, mais il faut qu'ils soient propres, qu'ils puissent respecter certaines mesures. Nous avons aussi fait des dons dans toutes les prisons. Nous avons fait des pistolets thermiques, des gels, des cache-nez et beaucoup d'autres éléments. Et nous avons fait de la nourriture aussi parce qu'il faut remarquer qu'en période de COVID-19, les détenus ne pouvaient pas avoir de visite de la part des parents. Donc, ils étaient obligés de se lier à la nourriture pénitentiaire qui, il faut le remarquer, n'est pas de bon goût, si on peut le dire. Donc, nous avons essayé de les aider pour que dans cette période-là, les détenus puissent bien supporter. Il faut remarquer que ce projet a eu quand même un bon impact. Ça a eu un bon impact parce que après notre passage, nous avons eu des messages de remerciement de tous les régisseurs de l'administration judiciaire, de l'administration pénitentiaire. La preuve, il y avait le prix des droits de l'homme 2020 en Côte d'Ivoire qui parlait de COVID-19 et solidarité. La CAT Côte d'Ivoire, à ma modeste personne, a allé recevoir ce prix-là parce que nous avons été l'ONG qui a remporté le prix de meilleure ONG 2020 en Côte d'Ivoire. Il faut dire que dans cette période aussi, nous avons eu un financement de la part de l'ambassade d'Allemagne. Qu'est-ce que nous avons fait? On envoyait nos bénévoles en mission, au plus 2 personnes dans les voitures. Il y a un chauffeur, il y a 2 personnes. Pas plus de 2 personnes en mission pour pouvoir respecter la distanciation sociale. Nous avons essayé tant bien que mal de pouvoir mener nos projets parce qu'on s'est dit que la CAT Côte d'Ivoire exerce dans le domaine de la détention. Ce n'est pas parce que nous sommes en période de pandémie que nous allons laisser ceux que nous essayons d'aider. Qu'est-ce que nous avons essayé de faire? Après cela, il faut dire que nous avons axé nos différentes communications sur les réseaux sociaux. Moi, par exemple, je suis le président de la CAT Côte d'Ivoire. J'ai créé des liens de discussion avec les bénévoles de l'intérieur du pays, les différents présidents de cellules, parce que la CAT Côte d'Ivoire est implantée à travers la Côte d'Ivoire. Nous avons 5 cellules, Daloa, Adzopé, nous avons la cellule de Boaké et nous allons avoir bientôt la cellule de Mans. Donc, nous essayons de discuter pour voir qu'est-ce qu'on peut apporter comme solution. Nous essayons aussi de ne pas nous réunir autant que faire se peut. Il faut remarquer qu'on avait un séminaire de lancement de notre projet après-ci avec l'Union européenne. Nous avions un peu plus de 100 personnes qui devaient participer à ce séminaire, mais avec la COVID-19, nous avons dû organiser le séminaire en 2 phases. Au lieu d'un séminaire de 3 jours, nous avons fait ce séminaire en 6 jours afin de pouvoir avoir des intervenants ou des participants qui allaient pouvoir s'installer tout en respectant la distanciation sociale. Donc, il faut remarquer que dès maintenant, la CAT Côte d'Ivoire, certes, n'a pas eu d'autorisation de visite des prisons pour pouvoir se rendre dans les différentes prisons, mais nous avons eu un gentleman agreement avec l'administration pénitentiaire. Nous allons dans les différentes prisons, c'est-à-dire qu'il y a à peine 2 bénévoles dans une voiture avec le chauffeur. Ils vont au greffe. On ne peut pas entrer en détention. On ne peut pas entrer en détention. Nous allons au greffe et nous prenons les différentes informations, ce qui nous permet de pouvoir faire nos différents rapports et tout ça. Mais il faut remarquer que nous essayons de trouver des financements innovants, notamment à travers des plaidoyers que nous faisons auprès des ambassades, auprès de certains bailleurs de fonds. Désormais, il y a l'Union européenne qui organise des webinaires pour avoir nos différents avis. Et là, quand on a décidé désormais d'essayer de s'adapter. Nous allons plus utiliser les réseaux sociaux. Nous allons faire des webinaires comme nous l'avons fait avec la FIA4 auprès de la Commission africaine des droits de l'homme. Et nous n'allons pas vraiment baisser les bras parce que surtout pour soutenir ceux que nous sommes censés aider, c'est-à-dire les détenus. Ce que je pouvais dire, je pense qu'il me restait 2 minutes. Sur ce, j'aimerais dire merci à tout le monde. Merci à la plateforme des droits de l'homme française qui ont voulu organiser ce webinaire-là pour nous permettre de partager les expériences parce que c'est bien qu'on puisse connaître les expériences de tout un chacun afin d'apporter des solutions innovantes en cette situation de pandémie. Je vous remercie. Merci beaucoup, Wenceslas. Merci vraiment beaucoup pour votre intervention et
son contenu et les exemples très concrets que vous nous avez présentés. Voilà, donc la partie témoignage est donc terminée. Nous allons maintenant passer aux questions. Donc, nous avons reçu plusieurs questions et je vais les rediriger en priorité aux partenaires des membres de la plateforme, les partenaires au Congo, en Côte d'Ivoire et en Colombie. Et donc, tout d'abord, la première question qui a été posée, je vais me tourner vers Maurice Kasongo Wabondo. La première question était: la pandémie a-t-elle servi de prétexte aux autorités pour vous contraindre dans vos activités? Maurice, si vous pouviez, si vous êtes toujours là et venir nous présenter un peu plus en détail une réponse à cette question. Donc, la pandémie a-t-elle servi de prétexte aux autorités, selon vous, pour vous contraindre dans vos activités? Et comment? Et comment vous avez aussi réagi à cela? Vous l'avez un peu présenté, mais si vous pouvez présenter un peu plus un élément de réponse. Merci. Merci beaucoup pour la question. Bien, au début de la pandémie, les autorités ont fait quand même sens de responsabilité. Ils ont essayé de réagir positivement en mettant en place des mesures d'accompagnement pour éviter que la pandémie puisse créer trop de difficultés au niveau de la population. Cependant, on n'a pas profité de remplir correctement son rôle. Donc, le gouvernement a accentué davantage et a montré par rapport aussi à la... Oui, je dis, la pandémie a montré, a laissé voir vraiment comment est-ce que le gouvernement était, on peut dire, n'était pas en mesure de répondre correctement aux besoins de la population et aussi protéger les droits de la population. Voilà un peu ce que je pourrais dire en bref. Merci beaucoup, Maurice. Merci. Il y a un moment, ça a un peu sauté au début, puis on a bien entendu la fin. Je vous remercie. On a une deuxième question. Alors là, je vais la rediriger vers Maria Elena. Alors Paloma, si tu peux m'aider. Mon espagnol n'est pas au top là-dessus. La question qui avait été posée était, on aimerait savoir comment les ONG en Colombie ont leur plan d'adaptation, comment elles se sont adaptées pour capter des financements dans cette période particulière. Voilà, avec la situation Covid, et comment est-ce que les ONG colombiennes, notamment l'exemple de la structure de Maria Elena, d'avoir une adaptation pour obtenir des financements spécifiques pour leurs activités. Ouais. María Elena, ¿me escucha? Sí, sí. Sí, entonces es la pregunta que le hice por el chat WhatsApp. Entonces, no sé si quiere desarrollar una respuesta por oral o si quiere que le traduzca lo que ella me dijo. Bueno, entonces la adaptación pues ha consistido en usar en un tiempo comunicarse con la gente a través de teléfonos, a través de llamadas, comunicación virtual, pero hay una limitación en las comunidades que no tienen acceso a Internet. Entonces, no, María, la pregunta era sobre los financiamientos, cómo se han adaptado para tener financiamientos en ese contexto. Sí, o sea, lo del final, pues igual se continúa con la gestión de algunas organizaciones, ¿no? Que vienen apoyando el trabajo. Sí, lo que le respondí ahí en el WhatsApp. ¿Y siente que hay más o menos financiamientos? O sea, menos, ¿no? Algunas organizaciones comentan que ha disminuido el financiamiento, entonces sí hay dificultades en ese sentido. La situation reste compliquée, donc il y a des relations qui ont déjà été créées avec des bailleurs ou des fondations qui continuent, mais globalement, ce qui peut se faire remarquer, c'est qu'il y a de moins en moins de financement pour les projets en Colombie, malgré la situation. Por ejemplo, el caso de Terre des Hommes de Francia, que tuvo que cerrar, digamos que quedamos sin la financiación de ellos, ¿no?
Elle mentionne le fait que Terre des Hommes, qui était un partenaire important, Terre des Hommes France a fermé. Et même si nous, on a repris donc, ce projet-là en particulier, il y a d'autres projets, d'autres appuis que leur donnait Terre des Hommes France qui n'est plus disponible pour eux. Muchas gracias. Merci beaucoup à toutes les deux. On a une autre question là, que je vais cette fois-ci adresser à Guillaume Collin pour la FIACAT, qui était sur spécifiquement sur l'adaptation. Voilà. C'était face à la réduction de l'espace civique aggravée par la Covid-19. Quelles sont les actions à mener au sein des organisations de défense des défenseurs des droits humains pour sécuriser et renforcer l'espace civique? Tu me donnes la plus facile. J'ai 2 minutes, c'est ça? Ouais. Non, j'ai 2 heures pour préparer, merci. Tu peux la répéter, tu veux bien? Excuse-moi. Bien sûr. Donc, dans ce contexte de réduction de l'espace civique qu'on constate, qui était déjà là avant la crise, la pandémie, et qui est aggravé par la pandémie, est-ce que tu peux évoquer des actions, en plus de ce qu'on a déjà présenté, bien sûr, quelques actions au sein de nos organisations et des partenaires pour sécuriser et renforcer l'espace civique? C'est sûr qu'il y a une véritable réduction de la place de la société civile, et notamment pas seulement par des États qui sont des États qu'on pourrait imaginer comme les usual suspects de la réduction de l'espace civique et qui ont profité de la pandémie pour le réduire d'autant plus, mais également sur la scène internationale. On peut le voir, on a eu une véritable réduction aux Nations Unies dans l'année 2020, ça s'est un petit peu amélioré dans l'année 2021, mais néanmoins la place de la société civile aux Nations Unies a été très diminuée. À l'Union européenne, le rôle des ONG est de plus en plus minoré. Le fait de faire toutes les réunions à distance sans aucune rencontre physique rend le plaidoyer bien plus difficile. Et de nombreuses réunions qui concernent les droits humains avec les différents représentants droits humains des délégations se tiennent sans la société civile. Je ne parle même pas de l'Union africaine, où la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a tenu toutes ses sessions à distance depuis maintenant la session d'avril de 2020 qui a été reportée à juillet 2020. Et on note une baisse très très sensible de la participation de la société civile aux sessions de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Alors, quelle solution? Bien sûr, faire un peu de tapage, au niveau notamment auprès de ceux auprès desquels on peut être entendu, donc l'Union européenne, les Nations Unies. On a pu faire remarquer qu'on était très mécontent de la place qui a été laissée aux ONG, où les examens n'étaient pas faits. On a fait beaucoup de bruit assez discret, hein, mais quand même, néanmoins, on a fait du bruit auprès du Comité contre la torture des Nations Unies qui n'avait pas fait d'examen d'État depuis 1 an pour qu'ils reprennent les examens d'État même à distance. Et cet été a été programmé au moins l'examen du rapport de la Belgique sur la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies contre la torture. Après, comme renforcement des capacités de nos membres, c'est vrai que la FIACAT est un réseau, donc une fédération. On a essayé de contribuer à une visibilité de nos membres sur la scène internationale, mais cette visibilité est quand même très limitée, et la fracture numérique en est un exemple très flagrant. Les communications ne sont pas aussi aisées avec certaines régions du monde que les communications que nous avons l'habitude d'avoir en Europe ou en France entre nous. Voilà. Je n'ai pas beaucoup d'exemples de solutions à proposer. On est encore en phase de réflexion et en phase d'adaptation. Même si les mesures sanitaires commencent à s'assouplir en Europe, on ne sait pas du tout de quoi demain sera fait, et puis on n'a pas du tout trouvé des solutions à tous les problèmes auxquels on a pu être confronté ces derniers mois. Merci beaucoup, Guillaume. C'est une question évidemment qui concerne tout le monde, et le travail de la plateforme va continuer d'ailleurs aussi à la fois faire ce travail de constat et puis trouver des solutions, et on va continuer à faire des échanges de pratiques aussi pour pouvoir amener d'autres solutions et faire du bruit et trouver aussi des choses concrètes à proposer. Et c'est d'ailleurs tout le sens aussi du lancement et de la présentation de ce rapport, puisqu'il va nous emmener sur plusieurs mois sur les conclusions et les recommandations qu'on a adoptées. Une question peut-être pour Wenceslas, et ça sera l'occasion de conclure avant un dernier sondage qui sera le dernier moment de notre rencontre. Wenceslas, on a une question à vous poser. Vous avez insisté sur un côté positif d'adaptation finalement dans cette crise, hein, c'est le sens de votre présentation.
Est-ce que vous pourriez aussi présenter un peu plus, est-ce qu'il y a d'autres changements, est-ce qu'il y a des changements structurels que vous identifiez dans le rapport à vos partenaires institutionnels, que vous pensez, des choses que vous pensez pouvoir rester au-delà de la crise, si demain on arrive à s'adapter et on arrive à vivre à peu près normalement, même avec la pandémie en mode léger. Est-ce que vous pensez qu'il y aura des adaptations structurelles que vous avez déjà pu identifier dans votre rapport avec vos partenaires institutionnels? Oui, il faut remarquer que depuis que la COVID-19 existe, désormais, nos plaidoyers ne font plus, par exemple, en présence. Nous essayons d'appeler un responsable de ministère. Ils savent qu'on peut s'appeler par le réseau WhatsApp, on peut s'appeler par téléphone. Souvent, nous avons des correspondances par mail. Nous essayons de voir le moins possible. Quand nous avons besoin de documents, nous essayons de leur demander. Il y a le chauffeur qui peut passer récupérer parce qu'aujourd'hui, nous sommes bien obligés de nous adapter. Quand nous avons besoin, par exemple, d'autorisation de visite, nous allons dans une prison de l'intérieur du pays. Le régisseur nous demande, par exemple, une autorisation. Nous savons qu'en période de COVID-19, on ne peut pas avoir d'autorisation formelle parce que les prisons sont en grille fermée. Nous appelons le directeur de l'administration pénitentiaire avec qui nous avons de bons rapports. Nous rappelons ce régisseur-là. Donc, il faut remarquer qu'aujourd'hui, nous utilisons beaucoup des réseaux sociaux, nous utilisons beaucoup WhatsApp, nous utilisons beaucoup le téléphone parce qu'il est très difficile d'aller dans un service à tout moment avec la COVID-19 et avoir des rapports directs. Nous avons par exemple un bailleur qui est l'ambassade d'Allemagne, le premier secrétaire de l'ambassade d'Allemagne en Côte d'Ivoire que nous appelons très souvent, mais c'est par les réseaux sociaux. La dernière fois, nous avons eu une plateforme de bailleurs, l'ambassade de France, l'ambassade d'Allemagne et plusieurs autres ambassades qui voulaient parler avec certaines personnes ressources en matière de droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Nous l'avons fait via WhatsApp. Donc, nous essayons de nous adapter parce que l'essentiel pour nous, ce n'est pas ne pas avoir de contact avec nos différents bailleurs et les partenaires institutionnels, mais c'est de pouvoir leur parler, quel que soit le moyen que nous utiliserons. Parce que nous voyons que la COVID-19, c'est de nous montrer qu'aujourd'hui, les relations, ce n'est pas forcément de mano à mano, mais les relations peuvent se faire aussi par les différents réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'était quelque chose qui était beaucoup utilisé en Europe, Zoom, Webex et tout ça, mais il faut dire qu'aujourd'hui, nous sommes en train de nous y mettre à donf parce que vraiment, nous sommes obligés de nous adapter. Ouais, c'est le principe. Et on est justement là ce soir aussi dans une adaptation qui est devenue une norme, et je pense qu'une partie aussi de ce qu'on fait ce soir restera. Merci beaucoup, Wenceslas, pour cela. J'aurais presque tenté une blague sur le coupé-décalé, mais ce sera pour une autre fois. Non, mais justement, en coupé-décalé, il faut couper, il faut décaler, il faut s'adapter. En coupé-décalé, on s'adapte toujours. Et ben voilà, ce sera l'esprit de l'adaptation en coupé-décalé. Merci beaucoup, Wenceslas. Du coup, on va vous envoyer maintenant aux participants et participantes. Vous allez voir un lien pour un sondage qui est dans le chat, qui va vous être partagé maintenant. Et dans le chat aussi, vous pouvez voir le lien vers le rapport et le site Internet. Donc, c'est une version PDF que vous pourrez télécharger avec notre rapport, nos recommandations et nos conclusions. Voilà, c'est la fin de notre événement. Je tiens à toutes et tous à vous remercier. Merci on m'a dit que vous étiez assez nombreux ce soir, donc c'est vraiment appréciable à nous avoir regardés. Cet événement sera en replay sur la chaîne YouTube et sera partagé sur nos réseaux sociaux. Donc merci beaucoup. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, d'avoir participé. N'oubliez pas de remplir le sondage. Merci pour les questions. Merci à tous ceux et toutes celles en régie qui ont fait que cet événement puisse exister, toutes celles et ceux qui ont contribué à rédiger le rapport aussi. Merci à Hélène pour le live sketching. Merci à Maurice, Guillaume, Wenceslas, Senabou qui a déjà dû partir, Raphaël également, à Maria Elena, muchas gracias. Merci à Paloma. Jonathan qui était en backup aussi pour la traduction. Voilà, ce travail est un travail collectif qu'on fait ensemble. Il y a 25 membres aussi à la plateforme qui ont des dizaines et des dizaines de partenaires partout dans le monde, et on espère vous montrer encore un peu plus le travail qu'on fait tous collectivement ici en France, à l'international, et puis avec nos partenaires dans les pays où ils sont installés. Et on ne travaille pas que dans les 3 pays qu'on a pu couvrir ce soir, et en tout cas on espère qu'on a pu vous montrer, vous faire à la fois prendre conscience de certaines choses qui se passent concernant les droits humains dans ces 3 pays-là, et puis aussi notre capacité, leur capacité, nos partenaires, à s'adapter et à faire face pour défendre les droits humains. Voilà, c'est le mot de la fin. Merci encore. Passez une bonne soirée.